Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Malikoura Tassera, saison 2. Ce soir, nous parlons diplomatie. Avec la transition en cours au Mali, le monde entier découvre, admire et critique souvent une diplomatie malienne sur tous les fronts, à l'échelle sous-régionale, régionale et internationale, pour défendre les intérêts stratégiques du pays et porter sa voix à l'extérieur pour une meilleure compréhension de son narratif et de ses positions. Aujourd'hui, quel est le fruit de cette guerre diplomatique? Quelles sont les perspectives de la politique extérieure du Mali? Pour en savoir davantage, nous recevons ce soir Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour conduire cet entretien en plateau avec moi, Sekou Tangara de Africable Télévision. Bonsoir Sekou. Bonsoir Ibrahim. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous. Monsieur le ministre, ma première question aujourd'hui, comment se porte notre diplomatie et en 2023, quelles sont les grandes actions de votre département? Merci beaucoup Ibrahim Traoré, merci aussi à Sekou Tangara et à l'ORTM de nous donner l'opportunité de participer à cet important programme Malikoura Tassera. La diplomatie malienne se porte bien. Si je veux mettre un peu d'emphase, je dirais même qu'elle se porte très bien. C'est une diplomatie qui est combative, c'est une diplomatie qui est proactive, et aussi c'est une diplomatie qui est à l'avant-front de tous les combats. Elle est courageuse également. Donc, mais aussi, c'est avant tout une diplomatie qui est le reflet de l'engagement des plus hautes autorités pour la défense des intérêts des Maliens, comme cela a été décliné par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à travers les 3 axes majeurs de notre politique étrangère et de l'action diplomatique du Mali, notamment le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et enfin, la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions que nous prenons. Et cette action diplomatique est collectivement portée, pas seulement par le ministre des Affaires étrangères, mais aussi par le chef de l'État, par le Premier ministre. Vous avez vu à l'avant-front le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le ministre des Finances, dans certains cas, comme récemment en Russie, en Chine, le ministre de l'Environnement, comme vous l'avez vu à Doha. Donc c'est un travail collectif qui est mené dans le cadre d'une vision de nos relations extérieures qui a fondamentalement changé depuis la rectification de la transition pour mettre en avant avec courage le combat pour promouvoir les intérêts de notre pays. Qu'est-ce qui ont été les éléments phares? Je pense qu'il y a beaucoup de repères. Je pense que la participation du Mali à travers le président Goïta au sommet de Saint-Pétersbourg entre la Russie et les pays africains et les entretiens de haut niveau, très francs et directs qu'il a eu avec son homologue russe, le président Vladimir Poutine, a été certainement un des points phares qui ont permis à notre pays, qui a permis à notre pays aussi vraiment d'affirmer ce qu'on entend par la diversification de nos partenaires, mais aussi la mise en avant d'un partenariat stratégique nouveau qui répond aux aspirations des Maliens. Un des repères importants qui vient certainement dans l'esprit des diplomates comme de la population a été aussi la demande de retrait. Le 16 juin, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, où nous avons porté la voix du Mali pour demander le retrait de la MINUSMA et aussi toutes les actions qui ont été menées pour adopter la résolution 2690 et toutes les actions qui ont été menées collectivement sous la direction du président et du Premier ministre avec le concours de l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi avec le soutien des populations maliennes pour faire de ce retrait une réalité. À compter du 31 décembre dernier a été aussi un moment phare. Le troisième qui me vient à l'esprit, c'est la création de l'Alliance des États du Sahel. Je crois que ça a été vraiment une réponse géopolitique à une menace géostratégique qui était dirigée contre nos pays, que nous voulons transformer en opportunité pour avoir un schéma alternatif. Monsieur le ministre, à vous écouter, la diplomatie malienne se porte
Vraiment bien, vous dites même très bien. Donc, que répondez-vous à ceux qui pensent aujourd'hui que le Mali est un pays isolé? D'abord, je tombe rarement dans les éléments de langage d'autres. Pour moi, c'est une question de narratif. Deux, c'est l'objectif qui est recherché, d'isoler notre pays. Mais en recherchant cet objectif, on a plutôt renforcé le Mali aujourd'hui. Aujourd'hui, la voix du Mali est recherchée, elle est attendue, elle est entendue. Et le Mali se bat sur tous les fronts. Vous nous avez entendu aux Nations Unies, au mouvement des non-alignés, au sommet Russie-Afrique, dans d'autres forats internationaux où nous nous exprimons. Vous avez vu un balai de personnalités diplomatiques au cours des derniers mois, jusqu'au plus haut niveau, qui ont visité notre pays. Vous nous avez vu aussi à l'avant-poste. Et même si je prends, c'est vrai, le Mali est aujourd'hui suspendu de quelques organisations. Mais je pense que cela ne nous empêche pas de développer des espaces pour nous faire entendre. Mais si je vous donne juste un exemple aujourd'hui, le Mali est plus que jamais connecté aux populations africaines, aux diasporas africaines et même au-delà. Les combats du Mali, les batailles du Mali, les valeurs pour lesquelles nous nous battons au quotidien pour sortir de l'assujettissement et faire en sorte que nous puissions vivre dans la dignité, sont aujourd'hui des principes, en tout cas, et des objectifs qui sont partagés par une grande partie des populations africaines. Donc, pour moi, c'est une question de perspective, mais je ne suis pas du tout ébranlé par cette façon. Mais je pense que c'était l'objectif. Je pense que nous l'avons transformé en une opportunité pour connecter plus que jamais notre pays à toutes les sphères d'influence dans le monde entier. Et je pense que c'est ce qui me semble être le plus important. Monsieur le ministre, l'actualité a récemment été marquée par cette relation encore tendue avec le voisin algérien. L'axe Bamako-Alger, les choses ne seraient pas au beau fixe. Il y a eu un rappel des ambassadeurs, après il y a eu d'autres développements. Que s'était-il réellement passé? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Ce qui s'est passé est contenu dans le communiqué qui a été fait lors de ces incidents, qui décline très bien ce qui s'est passé. Vous savez, le Mali et l'Algérie sont des pays voisins. Ce sont des pays frères qui sont liés par l'histoire, par la géographie, mais aussi par les populations. Et je rappelle que nos pays sont condamnés de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la prospérité. Notre pays, le Mali, depuis sa création, a mis en avant des principes clés qui guident même notre action extérieure, le bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, le respect de la souveraineté des États. Et ceci s'applique à tous les pays avec lesquels nous travaillons. Naturellement, dans les rapports entre États, des moments d'incompréhension peuvent arriver, mais aussi nous utilisons des codes diplomatiques, comme vous l'avez indiqué, convocation d'ambassadeurs ou rappel d'ambassadeurs pour consultation. Ce sont des codes pour faire passer des messages. Je pense que nous avons passé ce cap. Je me réjouis aujourd'hui que l'ambassadeur algérien accrédité auprès du Mali ait pris fonction il y a quelques jours. L'ambassadeur du Mali en Algérie a regagné son poste, a commencé à travailler. Je peux vous assurer que le Mali est dans la disposition d'esprit de régler tous ces problèmes par le dialogue, par les canaux diplomatiques. Et je suis certain que ces canaux seront utilisés pour pouvoir surmonter cela. Mais ces clarifications étaient nécessaires pour asseoir nos relations sur une base durable qui prenne en compte les intérêts des parties. Mais l'égalité souveraine des États n'est pas quelque chose que nous pouvons négocier. Est-ce qu'on peut dire que le problème il est derrière nous, ce différend-là? Il est en cours de résolution. Et je ne veux pas trop commenter sur ce micro, comme je vous l'ai dit. Nous souhaitons que ce problème trouve sa solution par les canaux diplomatiques, par le dialogue. Et des actions et des initiatives sont en place pour pouvoir prendre ça. De toutes les façons, comme je l'ai indiqué, nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous sommes obligés de travailler pour asseoir la paix et l'entente entre nos pays. En tout cas, c'est l'état d'esprit du président Goïta, c'est l'état d'esprit du gouvernement et du peuple malien pour que nous puissions. Mais toutes ces relations doivent se faire dans le respect mutuel. Dans le respect mutuel, en comprenant que personne n'aime le Mali plus que les Maliens,
personne ne connaît mieux les difficultés du Mali, plus que les Maliens, et que toute personne, tout pays, toute entité qui veut travailler avec le Mali doit le faire en accord avec les Maliens, en concertation avec les Maliens. Si ces lignes sont observées, que ce soit avec l'Algérie ou avec d'autres pays, le Mali n'a absolument aucun problème. Mais ces clarifications sont nécessaires pour éviter que nous travaillions dans la confusion ou en tout cas que nous puissions poser des actes qui puissent créer l'incompréhension. Mais je pense que, comme je l'ai dit, nos pays sont condamnés de vivre ensemble. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la MINUSMA. Est-ce que vous pouvez ici affirmer que le retrait de la mission onusienne est effectif depuis le 31 décembre, comme stipulé dans la résolution 2690? Et avec le recul, pensez-vous que ce retrait était véritablement nécessaire pour le Mali? Le retrait, il est effectif. Aujourd'hui, plus de 95% de l'effectif de la MINUSMA a quitté le Mali. Il y a un effectif résiduel qui reste sur place pour s'occuper de la liquidation, c'est-à-dire la fermeture des comptes et un certain nombre de tâches administratives. Mais le retrait, il est effectif. Nous devons saluer le gouvernement, saluer le peuple malien d'avoir atteint ce résultat. Avec le recul, mais regardez la situation du pays aujourd'hui, M. Ibrahim Traoré. L'État malien est présent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que cela a été possible avec la présence de la MINUSMA et de toutes les autres forces internationales? Et est-ce que cette décision, nous devrions la prendre? Oui, parce que ce n'est pas une décision qui a été prise par le gouvernement sur un coup de tête ou à la légère, mais elle est la conséquence d'une évaluation de 10 ans de présence de la MINUSMA et d'autres forces internationales qui n'ont pas répondu aux attentes des Maliens parce que la mission et ses objectifs étaient inappropriés et inadaptés par rapport à la menace qui était une menace terroriste pour une force de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Naturellement, parlant de cela, et tirant les conséquences de l'absence de résultats de cette mission, nous devons quand même nous remémorer les sacrifices des soldats de la paix, des casques bleus, qui pour l'essentiel sont venus de beaucoup de pays africains, qui sont venus, qui ont sacrifié leur vie, beaucoup ont été blessés, et nous voulions vraiment saluer la contribution de ces pays et le sacrifice de ces soldats. Et nous savons que beaucoup sont venus de bonne foi, peut-être pour pouvoir vraiment apporter leur concours à la stabilité du Mali, mais certainement ils n'étaient pas dans le bon véhicule. Mais cela n'enlève à rien le sacrifice qu'ils ont consenti pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc nous voulons dire vraiment par rapport à cela que la mission n'a pas rempli son travail, mais il fallait changer de paradigme, parce que la mission aussi est partie, parce que le Mali, désormais, pour sa sécurité, compte sur sa propre vision, sa propre politique, ses stratégies de défense et de sécurité, mais aussi sur les capacités des hommes et des femmes. C'est l'armée malienne, les forces de défense et de sécurité du Mali, qui ont la responsabilité de défendre nos populations. Et je dois aussi dire sur cette question, c'est vrai, nous nous inclinons sur le sacrifice d'autres, mais ceux qui ont le plus perdu, ce sont les forces de défense et de sécurité maliennes. Ce sont les populations maliennes. Si d'autres peuvent compter leurs morts ou leurs blessés, le Mali ne peut même pas compter ses morts et ses blessés. D'accord. Monsieur le ministre, depuis 3 ans, les discours du Mali sont retentissants, notamment au niveau de la tribune des Nations Unies. L'on se rappelle l'abandon en plein vol. Après, il y a eu l'histoire de se dribbler tout en gardant le ballon. On est même dans la CAN. Après, il y a eu votre discours, le retrait sans délai. Si bien que les gens se posent la question, ben, cette fois-ci, qu'est-ce que le Mali va nous sortir à la tribune des Nations Unies? L'année prochaine, ça va être quoi? Ce serait quoi la voix, le discours du Mali à la prochaine Assemblée générale? Et retrouvons-nous le 31 décembre 2024 pour voir si nous aurions l'inspiration nécessaire pour pouvoir traduire avec des mots simples ce que les Maliens veulent. Les formules choc auxquelles vous faites référence ont été juste une façon pour nous d'exprimer les préoccupations du Mali, mais souvent avec beaucoup de courage.
parce que sur l'arène internationale, il n'est pas toujours facile de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Le Mali a décidé d'aller vers une diplomatie qui soit décomplexée, qui soit directe, qui exprime ce que les Maliens vivent, ce que les Maliens sentent, tout en étant conscients aussi de la sensibilité d'autres. Donc, j'espère que le combat des Maliens va nous inspirer encore à pouvoir chaque fois trouver des mots d'ordre qui mobilisent ou en tout cas qui motivent nos compatriotes pour faire passer nos messages à l'international. Mais il y a eu également le sommet de Saint-Pétersbourg avec cette présence effective du président de la transition, le Mali qui retrouve la Russie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? La symbolique en soi est assez éloquente parce que le sommet de Saint-Pétersbourg a consacré la première sortie africaine et même internationale du président de la transition pour un pays qui mérite qu'on fasse ce pas, parce que ce pays a répondu aux attentes, aux aspirations des Maliens pour un partenariat et une amitié sincère. Ce pays a répondu aux demandes du Mali, notamment dans le domaine de la sécurité, et il était absolument normal que le président de la transition puisse aussi, en homme de gratitude, être présent aux côtés du président Poutine pour renforcer cette dimension de diversification de notre partenariat et aussi exprimer notre volonté à aller avec la Russie au-delà de la dimension sécuritaire, à regarder les volets de développement économique. Et vous avez vu, lors des échanges et lors des visites qui ont suivi, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur des secteurs comme les mines, l'agriculture, l'énergie. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous voulons un partenariat diversifié avec ce pays qui, avec beaucoup de courage, travaille avec le Mali, y compris au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce pays n'a pas hésité à mettre son veto quand les intérêts fondamentaux du Mali et la paix étaient menacés. Justement, même par rapport à ce partenariat, certains qui ne sont pas d'accord avec vous pensent qu'on ne peut pas quitter, je cite, un maître pour aller chez un autre maître avec la Russie. En quoi la coopération avec la Russie est plus importante qu'avec d'autres partenaires classiques, historiques, par exemple? Bon, d'abord, je pense que ces gens-là doivent eux-mêmes sortir de la subordination. Parce que ça veut dire que ces gens se considèrent comme étant encore sous l'emprise d'un maître. Ce n'est pas la conception du Mali. Et le Mali ne veut pas se subordonner à qui que ce soit. Nous tournons vers la Russie, pour nous, on ne quitte pas d'abord un maître ou qui que ce soit, nous n'acceptons même pas la suggestion. Donc pour nous, il s'agit de tirer les leçons ou les conséquences de partenariats ou d'offres de partenariat qui ne répondaient pas à nos attentes, même sur le plan de la sécurité. Ce que nous avons demandé pour les forces de défense et de sécurité, le Mali était presque sous embargo. Nous ne pouvions ni acheter des vecteurs aériens, ni même des armes. Donc la Russie répondait à cela. Donc c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers ça. Pour nous, il s'agit de diversifier plutôt des partenaires. Loin de nous la conception d'aller d'un maître à l'autre, parce que nous travaillons avec la Russie, mais nous travaillons avec la Turquie, nous travaillons avec la Chine, le Brésil et d'autres partenaires. Je pense que ceux qui disent ça ont besoin eux-mêmes de décoloniser leur propre mentalité pour voir le monde comme un monde où chacun défend ses intérêts. Justement, après la Russie, où le président Goïta, vous l'avez dit, a pris part au sommet Russie-Afrique, quelle est sa prochaine destination? La Turquie, l'Iran, le Brésil, pour ne citer que ces pays? En tout cas, je ne serais pas surpris de voir un de ces pays sur sa liste parce qu'il s'agit de pays avec lesquels nous partageons des valeurs et des principes communs. Vous savez, le président est totalement engagé pour pouvoir répondre aux préoccupations des Maliens. Il est beaucoup plus concentré à l'intérieur sur les préoccupations nationales. Et chaque fois que cela sera nécessaire, il portera la voix du Mali ou il demandera à un de nous de porter cette voix du Mali. Mais je pense que partout où c'est nécessaire, le plus important, c'est que la voix du Mali puisse être là. Vous avez cité tout à l'heure ce que gagne, entre guillemets, le Mali avec la Russie, mais avec ces pays, quelles sont les retombées économiques, politiques ou même sécuritaires avec la coopération avec ces différents pays cités? Bon,
chaque partenariat a ses priorités. Nous avons effectué une visite récemment en Chine, où il s'agissait aussi là de renforcer surtout la coopération économique, parce que même la coopération sécuritaire avec la Chine, vous avez vu au cours de l'année écoulée, le Mali a acquis beaucoup d'équipements militaires, avec la Chine également, mais notre dernière visite, c'était surtout pour renforcer la dimension économique du partenariat avec la Chine dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture et dans beaucoup d'autres domaines clés. Avec la Turquie, également, naturellement, vous avez ces célèbres drones qui ont changé la donne sécuritaire au Mali, qui opèrent dans le nord du pays et ailleurs, grâce à ce partenariat que nous avons pu développer avec la Turquie. Et aujourd'hui, vous savez que la Turquie est un acteur économique majeur. Les ambassades turques en Afrique dépassent 40. Turkish Airways voyage dans plus de 37 pays africains. Donc, pour nous aussi, c'est continuer à travailler avec la Turquie et beaucoup d'autres pays, y compris des pays sur le continent africain, parce que tout n'est pas question d'argent ou autre. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, la coopération que le Mali entretient avec beaucoup, surtout sur le plan sécuritaire, s'est fait essentiellement sur la base de nos ressources nationales. Oui, c'est vrai, on a parlé du principe de non-alignement. On a l'impression que le Mali se rapproche des BRICS. Est-ce que c'était une erreur d'appréciation ou est-ce que le Mali envisage-t-il réellement de s'approcher de ce bloc-là, les BRICS? D'abord, je voudrais saluer la naissance de cet ensemble. BRICS, dire aussi que pour nous, il y a une convergence de vues très nette entre ce que le Mali cherche sur la scène internationale et ce que les BRICS cherchent, ce qui est d'arriver à un monde multipolaire où diverses forces économiques, sociales qui ont émergé dans le monde ou même démographique puissent aussi peser sur le cours des événements. Donc je pense qu'il y a un basculement géopolitique aujourd'hui qui est absolument net et je pense que le Mali cherche naturellement sa marque, mais je pense que nous avons une forte convergence de vues avec beaucoup d'États, membres des BRICS qui ont d'excellentes relations avec le Mali. Et le Mali est en train d'examiner cette question, mais nous estimons ce qui semble être important, c'est que le monde doit cesser d'être contrôlé par une minorité de pays. Monsieur le ministre, parlons de l'AES à présent, Alliance des États du Sahel, créée le 16 septembre dernier à la faveur d'une signature de la charte du Liptako Gourma par les présidents Goïta, Tchani et Traoré. Monsieur le ministre, il y a eu une série de réunions, notamment des ministres en charge de l'économie, les chefs de la diplomatie de ces trois pays. Des recommandations ont été formulées. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ce projet AES? D'abord, je pense qu'il faut saluer la vision de nos trois chefs d'État, le président Goïta, le président Traoré du Burkina et le président Tchani du Niger, d'avoir saisi une menace géostratégique qui était dirigée contre nos pays et de la transformer en une opportunité pour travailler ensemble. Nos trois pays sont des pays qui sont en transition, c'est vrai, mais ce sont des pays aussi qui ont beaucoup de similitudes sur le plan économique, sur le plan géographique, sur le plan même de la constitution de nos populations. Et nous avons décidé de mutualiser nos efforts pour la sécurité dans nos pays, pour aussi travailler à avoir une collaboration sur le plan politique et diplomatique pour que nos pays puissent, sur la scène internationale, parler d'une seule voix, mais aussi pas seulement. Le troisième pilier important sur lequel nous travaillons, vous avez suivi en novembre une réunion des ministres en charge du développement économique qui s'est tenue ici même à Bamako, c'est de pouvoir travailler sur des projets structurants pour renforcer l'intégration économique et la libre circulation entre les pays. Donc, vous avez aussi noté la cadence qui a été imprimée à cette organisation depuis sa création. Et nous travaillons aussi récemment, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à la fin novembre à Bamako et ils ont fait une recommandation au chef d'État pour aller vers une confédération qui puisse nous permettre de travailler sur ces trois piliers. Aujourd'hui,
il est indéniable que l'Alliance des États du Sahel, du moins, est une organisation qui est en phase avec les populations. Parce que ce que nous essayons de promouvoir, c'est une intégration des populations. Et les populations du Burkina, du Mali et du Niger demandent que nous travaillions dans ce cadre et pour atteindre cette vision et cet objectif fixé par les chefs d'État. Nous souhaitons, dans les prochaines semaines, que puisse se tenir le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel pour pouvoir vraiment fixer ce cap politique, d'aller vers une confédération, mais aussi de travailler sur les projets structurants qui nous permettent de travailler tout en restant ouverts à des dialogues, à des interactions avec notre environnement extérieur. Mais où en êtes-vous justement avec la CEDEAO? Cette alliance signe la mort de la CEDEAO pour vous? La CEDEAO, nous en sommes membres. Et je dois vous dire que le Mali, depuis sa création, d'ailleurs c'est un des rares pays qui a mis dans sa constitution qu'il est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine. Et l'unité africaine peut se faire de diverses façons. Le modèle CEDEAO est un des modèles, mais il n'est pas exclu que des pays à l'intérieur de ces ensembles qui partagent la même vision, qui veulent aller beaucoup plus loin dans le processus d'intégration puissent se mettre ensemble. Je rappelle que dans le cadre de l'Union européenne, tous les pays membres de l'Union européenne ne sont pas membres de la zone euro. Donc, je ne vois pas de contradiction majeure. Nous voulions aller plus loin, plus vite et différemment par rapport au travail au niveau de la CEDEAO. Mais je pense que ce n'est pas une question de dire qu'on se compare à ceci ou cela, mais nous avons une vision. Ce n'est pas une organisation qui est créée contre quelqu'un, mais pour des objectifs que j'ai indiqués. Donc, je pense que, en tout cas, c'est notre compréhension et nous souhaitons que les uns et les autres puissent comprendre cela. Ce que nous voulons faire, c'est ce que nos populations demandent. C'est conforme à nos constitutions, c'est conforme aux différents textes d'intégration qui existent dans notre espace et même au-delà. Oui, le projet, il est beau, monsieur le ministre, il est bien, c'est l'aspiration des peuples, mais souvent en termes de moyens, puisque ce sont 3 pays quand même de l'Interland, sans débouché, sans façade maritime. D'aucuns disent, est-ce que l'AIS a les moyens de son orgueil, hein? Ils posent la question comme ça. Je pense que la question des moyens, c'est aussi un problème mental ou psychologique. Parce que quand vous parlez de moyens, peut-être que vous avez la photographie d'une situation à un temps T, qui n'est pas la situation à laquelle nous voulons arriver si nous décidons d'abord de travailler ensemble, si nous décidons d'avoir le contrôle de nos pays et de nos ressources, parce que je rappelle que nos pays ne sont pas dénués de ressources. Nous sommes certainement appauvris, assis sur des ressources importantes. Donc nous avons la possibilité de créer des richesses. Je pense que l'union déjà est une richesse, parce que ça nous donne la force. Si aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, quelques mois après sa création, est une réalité géopolitique tangible, c'est parce que cette union est considérée par les uns et les autres comme un facteur extrêmement important. Donc, je pense que il y a beaucoup de pays autour de nous, il y a 60 ans, c'était pas leur figure. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de nous considérer nous-mêmes comme pauvres. Parce qu'il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. En ayant confiance en nous-mêmes, nous pourrons nous valoriser. Nous pourrons comprendre en quoi nous constituons une richesse en tant qu'individus, en quoi nos pays et leurs ressources constituent une richesse. Parce que vous voyez, la pauvreté, c'est une pauvreté géopolitique qui a été créée pour nous maintenir dans une situation. Donc je pense que le premier point par rapport à l'Est, c'est de comprendre que nous allons d'abord essayer de travailler avec les moyens que nous allons générer. Parce que nous sommes dans beaucoup d'organisations où nous voyons que 70 à 80% du financement de ces organisations est assuré par l'extérieur. Qui donne l'argent va dicter l'agenda aussi. Alors, une question sur la culture. Le Mali, c'est quand même un pays assez ancré dans sa culture. Quelle est la place de cette culture aujourd'hui dans la diplomatie malienne? Et une autre question sur la carte diplomatique malienne avec le contexte actuel. Est-ce que vous y pensez? La culture, comme je l'ai dit, est certainement un premier pan pour nous permettre de nous valoriser. Pour nous, aujourd'hui, en tout cas dans notre conception, la culture est la
richesse la plus importante pour notre pays. Quand on parle du Mali, à l'extérieur, dans des confins reculés aux États-Unis, au Japon, mais les gens voient d'abord la culture, nos biens culturels, notre histoire. La culture nous permet d'abord d'affirmer notre identité, de nous positionner dans le monde, mais la culture aussi fait vivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes les industries culturelles qui créent du travail, qui créent des opportunités pour le pays. C'est pourquoi, c'est sur la base de tout ça que nous avons pensé qu'il était important d'organiser en début d'année dernière une rentrée diplomatique qui est centrée sur cette question de diplomatie culturelle pour voir comment nous pouvons travailler pour valoriser cette culture, pour valoriser notre pays, changer son image. En disant cela et revenant à la carte diplomatique, je voudrais aussi profiter de cela avant de répondre à votre question, indiquer que le ministre n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Il y a vraiment des dizaines d'hommes et de femmes, certains sont assis ici, au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau de nos missions diplomatiques et consulaires, qui travaillent jour et nuit pour porter le drapeau du Mali. Je voudrais vraiment saluer leur action et leur engagement. La carte diplomatique du Mali, c'est une question qui est sur la table que nous sommes en train d'examiner. Aujourd'hui, le Mali compte plus de 53 ambassades et consulats. Nous sommes en train de mener une réflexion pour savoir exactement comment nous allons pouvoir réformer tout ça. Où est-ce que nous devons être? Sous quelle forme? Et quels sont les moyens pour pouvoir accompagner cela et même pour pouvoir accompagner la nouvelle vision du Mali, parce que notre présence actuelle était calquée sur des objectifs ou en tout cas une vision géopolitique qui n'est plus une réalité. Donc la révision de la carte diplomatique est une des priorités sur laquelle nous devons travailler. Et en termes de perspective pour 2024, quelle sera la couleur ou les couleurs de la diplomatie malienne? Bon, d'abord, pour 2024, il faut consolider tout ce qui a été entamé. La diversification des partenariats, répondre à nos besoins sur le plan sécuritaire, mais aussi pouvoir répondre aux besoins des Maliens. Pour 2024 et les années à venir, je pense que nous devons davantage renforcer ce que j'appelle la diplomatie économique. Comment nous pouvons travailler ensemble pour dégager des énergies, des moyens, des partenariats qui puissent nous aider à répondre aux besoins des Maliens en termes de développement, l'agriculture, l'industrialisation, la valorisation de nos matières premières, et comment travailler à maintenir la voix du Mali haute, audible, respectueuse et digne sur la scène internationale. Donc je pense que tout ça, ce sont des éléments importants. 2024, je souhaite que nous puissions continuer aussi à travailler en équipe, parce que la diplomatie malienne, c'est une équipe plurielle. Il y a les affaires étrangères, il y a le chef de l'État, il y a le Premier ministre, il y a beaucoup d'autres membres du gouvernement, chacun d'eux concourt à sa façon. À ça, je crois que même les citoyens maliens, les gens de la diaspora, les Maliens de l'extérieur, qui sont les vrais ambassadeurs de notre pays, je pense que les artistes, je pense que c'est tout cet ensemble avec lequel nous devons travailler pour porter la voix du Mali, la respectabilité pour notre pays, pour que partout où nous sommes, nous puissions lever la tête, être dignes et travailler dans le sens de l'intérêt du Mali et des Maliens. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci Sékou. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Grand merci au Musée national qui nous accueille ici également tous les soirs. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.